Combien était-on il y a 150 ans sur Terre? Est-ce que quelqu'un sait combien on était il y a 150 ans sur Terre? Oui, j'ai entendu. On était à peu près 1 milliard. On était à peu près 1 milliard. Donc on n'était pas beaucoup comparé à aujourd'hui. Si vous voyez sur la photo derrière un petit point blanc, c'est à peu près comme... c'est ma maison. C'est ma maison, c'est là où j'habite, en Ardèche, pour ceux qui connaissent, dans le sud de la France. C'est une vieille ferme de 200 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, à l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup de voisins. Combien sommes-nous aujourd'hui? À peu près 7 milliards. À peu près 7 milliards. Si vous regardez la courbe de population, elle a littéralement explosé en finalement très peu de temps. Très peu de temps. Le nombre a augmenté de manière considérable. Alors non seulement le nombre a augmenté, mais la deuxième raison qui fait que nous sommes dans un monde qui est devenu turbulent, chaotique, c'est la connexion. C'est-à-dire que non seulement on est de plus en plus nombreux, mais on se rencontre de plus en plus. Une des raisons pour lesquelles on se rencontre de plus en plus, c'est d'abord qu'on a mis plus de la moitié des gens dans des villes. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus proches physiquement. Une deuxième raison, c'est que même à plus longue distance, on commence à se rencontrer. Ce que vous voyez derrière moi, les petits points jaunes, ce sont des vols, ce sont des avions. Au moment où je vous parle, il y a à peu près 1 million d'êtres humains dans les airs. Il y a à peu près 1 million d'êtres humains qui sont en train de voler. Non seulement on habite de plus en plus les uns sur les autres, mais en plus on se rencontre de plus en plus, y compris à distance. Combien de gens sur Terre sont connectés à Internet? Quelqu'un le sait? À peu près 2 milliards. À peu près 2 milliards, et ça augmente considérablement. Sur les 7 milliards d'êtres humains, à peu près combien ont un téléphone mobile? 5 milliards, à peu près 7 milliards. Alors, je vous invite, avec tous les chiffres que je vous donne, à être sensible simplement aux ordres de grandeur. On peut toujours discuter à plus ou moins 10%, plus ou moins 30%. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre que sur Terre, il y a plus d'êtres humains qui ont un téléphone mobile que d'êtres humains qui ont un compte en banque. Il y a plus d'êtres humains sur Terre qui ont un téléphone mobile que d'êtres humains qui ont accès à des toilettes ou de l'eau potable. Les phénomènes, comme ça a été évoqué précédemment, non seulement se globalisent, mais un tout petit effet peut avoir des répercussions d'une taille absolument incroyable. Qui reconnaît ce que je suis en train de vous montrer? Est-ce que vous êtes en train d'entendre? Levez la main ceux qui connaissent. Voilà. Vous pouvez vous retourner ceux qui sont parce que tout le monde a levé la main. Quand j'ai regardé, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est Gangnam Style par Psy, un Coréen dont personne n'avait entendu parler l'année dernière, à peu près il y a 1 an. J'ai regardé hier, il y a plus de 1,6 milliard de vues sur Internet. Alors là aussi, on peut discuter, est-ce que tout le monde a regardé jusqu'au bout, et s'il y en a qui l'ont regardé plusieurs fois, peu importe. On est en train de parler d'un phénomène qui, en 1 an, a touché une part significative de la population mondiale. Qui sait, qui connaît l'événement qui a été le plus regardé dans l'histoire de la télé? C'est avant. Non, parce que tout le monde l'a pas su tout de suite. C'est l'enterrement de Lady Di. Alors, les estimations les plus basses parlent de 500 millions. Les plus hautes probablement, peut-être un peu exagérées, parlent de 2,5 milliards. Mais là aussi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un accident de voiture, certes avec des personnes connues dans la voiture, il y a un accident de voiture sous un tunnel à Paris. Quelques semaines plus tard, des millions de gens s'arrêtent de manger, de dîner, de faire l'amour, que sais-je encore, pour regarder l'enterrement d'une personne qu'a priori, ils n'ont jamais rencontrée. Lorsqu'il y a le dernier tsunami, le plus gros tsunami qui a touché le Japon, plein de gens ont pu le regarder en direct. On a pu voir le tsunami depuis l'hélicoptère. Le tsunami précédent, je parle sous le contrôle de monsieur D'accord, qui a touché l'Indonésie et l'Inde, c'est le tsunami, l'événement naturel, j'arrête le bruit, qui a suscité le plus de dons dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire à un moment donné, des gens ont donné pour des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette partie, c'est que globalement, on pourrait résumer de la manière suivante, en disant que en moins de 30 ans, on a doublé la population humaine. On les a mis dans des villes où on les a connectés. De plus
en plus de gens, de plus en plus connectés. Et ça, c'est la définition de ce qu'on appelle, du point de vue scientifique, un état turbulent. Quand vous mettez de plus en plus de choses ensemble et qu'elles peuvent communiquer ou interagir entre elles. Et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans un monde, nous allons le voir, de crise, d'incertitude ou d'imprévisibilité absolue. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est un certain nombre d'outils pour comprendre. D'avoir les bons outils est un point essentiel, d'avoir les bonnes lunettes. Je voudrais vous raconter une histoire. Donc les constructeurs américains se sont dit, il faut qu'on aille voir ce qui se passe au Japon. Alors les Japonais leur ont dit, mais vous êtes les bienvenus, honorables étrangers, venez visiter nos usines. Et donc ils ont visité les usines des plus grands constructeurs japonais pendant plusieurs jours. Lorsqu'ils sont rentrés aux États-Unis, donc tous les journalistes qui les attendaient, et le premier constructeur, dont je ne vais pas dire le nom, son dirigeant est arrivé presque à la sortie de l'avion. Les journalistes se demandaient, alors, qu'est-ce qui se passe au Japon? Et il a répondu, écoutez, je ne peux rien vous dire, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir, ils nous ont fait visiter des fausses usines. Comment ça, les fausses usines? Mais oui, attendez, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, monsieur. Ils nous ont fait visiter des usines, il n'y avait pas de stock. Nulle part. Et moi, je peux vous dire, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, une usine sans stock, ça ne peut pas marcher. Et ils n'avaient pas les outils mentaux pour comprendre que c'était une des raisons du succès des Japonais, des usines sans stock. Et ça leur a mis plusieurs années pour s'en rendre compte. Avoir les bons outils permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Je voudrais vous proposer deux outils qui sont issus des théories du chaos, et vous allez voir pourquoi. Il y a globalement trois manières de voir le monde qui nous aident. On va dire qu'il y a les religions, les spiritualités, historiquement c'est même une des plus importantes. Il y a les philosophies qui elles-mêmes ont évolué, et il y a l'évolution des sciences. Alors je ne vais pas vous faire toute l'historique des sciences, mais vous montrer pourquoi les théories du chaos sont importantes pour comprendre justement un monde qui est devenu chaotique. Alors je ne sais pas trop où commencer l'histoire des sciences, j'ai mis la roue, il fallait bien commencer quelque part. Il a fallu attendre, on va le voir très longtemps, pour la première révolution, c'est Newton. C'est ce qu'on va appeler la mécanique classique. La plupart d'entre vous, vous avez consciemment ou inconsciemment connaissance de la mécanique classique. Vous êtes capable, surtout si vous avez des enfants, de savoir à peu près combien de temps il faudra pour remplir une baignoire de 60 litres avec un robinet qui coule, etc. etc. On maîtrise à peu près ces éléments. Révolution suivante, qui a changé le monde, ou qui aurait dû changer le monde, c'est, on va dire, c'est Einstein. La relativité. Alors là, on commence à découvrir des choses assez étranges. Si on s'approche d'un trou noir, on va y être engouffré, on ne va jamais en sortir. Le temps et l'espace, tout ça c'est lié. Et là, on commence à voir que la plupart d'entre nous, enfin je ne sais pas vous, ça commence à être plus difficile de maîtriser ces notions. À peu près à la même époque, deuxième révolution, troisième révolution, la mécanique quantique. Alors là, on commence à voir des choses de plus en plus étranges. La probabilité pour que je traverse ce mur sans dommage pour moi et pour le mur n'est pas nulle, d'après la mécanique quantique. Et plus récemment, les théories du chaos. Alors là, il est intéressant, je vais y revenir sur les théories du chaos, première chose de voir l'échelle de temps. Première chose dans l'échelle de temps, à peu près 5000 ans, on va dire, pour l'invention de la roue. Notez bien que c'est le temps qu'il nous a fallu pour en mettre sur nos valises. Comme quoi, des fois, ça prend du temps pour percoler. Quelques centaines d'années pour la mécanique classique, une centaine d'années pour la mécanique quantique et la relativité, à peine 40 ans. C'est tout nouveau. Et alors, pourquoi il est plus important, me semble-t-il, aujourd'hui, de comprendre un minimum, non pas d'être un expert sur la théorie du chaos, c'est non seulement parce qu'on est dans un monde turbulent, un monde chaotique, mais aussi parce que ça touche l'échelle humaine. La mécanique quantique, ça touche essentiellement l'infiniment petit. Alors, ça a des conséquences directes sur nos vies, votre téléphone portable, des tas de conséquences directes. Enfin, à moins que vous soyez infiniment petit, ça ne touche pas forcément votre quotidien directement. La relativité, idem, ça touche essentiellement l'infiniment grand, même si là aussi ça a des conséquences indirectes. On va le voir, les théories du chaos touchent l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais également tout ce qui est à échelle humaine. Et je voudrais vous proposer deux outils que nous offrent les théories du chaos. Le premier outil, c'est de comprendre comment peut évoluer un système. Un système, ça peut être moi sur cette estrade, mon ordinateur sur une table. Un système, il peut être dans un état
Stable. D'abord, alors je pourrais symboliser ça par une droite. C'est-à-dire que moi je suis là, je ne bouge pas, cette table ne bouge pas. Ensuite, le système peut se mettre à osciller. C'est le balancier. Je peux faire bouger cette table. A priori, le point important, c'est qu'elle va revenir à son équilibre. Sauf si j'entretiens l'oscillation, comme avec une balançoire, mais ça va toujours repasser proche de l'équilibre. Et là, on parle de phénomène de rétroaction négative. Pour faire simple, le thermostat. C'est-à-dire que s'il fait trop chaud, on arrête le chauffage. S'il ne fait pas assez chaud, on remet le chauffage. Ce que nous apprend les théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain moment, le système peut sortir d'équilibre. Je pousse trop la table, le système va sortir d'équilibre, et là on peut même voir ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive. Pour faire simple, plus il fait chaud, plus je mets le chauffage. Plus il fait froid, plus je mets de la climatisation. Je vais vous donner un exemple pratique. Plus il y a de gens sur Facebook, plus il y a de gens sur Facebook. Oui, si on n'est que 2 ou 3 sur Facebook, personne n'est intéressé. Si on commence à être une centaine, ça va peut-être intéresser vos amis. Si on commence à être plusieurs centaines de millions, plus ça croît, plus ça croît. Et là, on voit, c'est ça, qui apporte ce qu'on appelle des crises ou des périodes d'imprévisibilité maximum. Le système est sorti d'équilibre. Mon observation, mes voyages, quand je vous écoute également, me laissent penser que le système humanité est sorti de l'équilibre. On est rentré dans une phase dite turbulente et chaotique. Alors, ce qui est peut-être la question que vous vous posez, c'est et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les théories du chaos nous aident à comprendre ce qui se passe après. Il y a 2 possibilités. Alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Non, plus je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Comme ça, on va garder les bonnes pour la fin. Les mauvaises nouvelles, c'est que quand le système est sorti de l'équilibre, il peut s'effondrer. Il peut s'effondrer, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, dit autrement, tout redeviendra poussière. Tout s'écroule. Je vais vous montrer des exemples. Moi, quand j'ai commencé mon travail de prospective, j'ai beaucoup travaillé avec des gens de l'industrie du disque. Internet avait déjà pas mal commencé, et je leur disais, mais attendez, ça va révolutionner votre modèle économique, mais ne vous inquiétez pas, on va contrôler tout ça. Oui, ça c'est les boucles de rétroaction, c'est le thermostat. C'est les boucles de rétroaction négatives, on va contrôler. Moi j'aurais dit non, il y a un moment, vous voyez les boucles de rétroaction positives, plus il y a de gens qui vont télécharger gratuitement, plus il y aura de gens qui vont télécharger gratuitement. L'industrie du disque, en moins de 5 ans, s'est effondrée de plus de 50%. Et depuis, on en est à moins 70%. Tout support confondu. Les choses peuvent s'effondrer. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être plus grave. Quelle est la première ville dans l'histoire de l'humanité, autant qu'on sache, qui a atteint 1 million d'habitants? C'est-à-dire qui a atteint le niveau de complexité qui permet de vivre à 1 million, ensemble. De pouvoir nourrir, éliminer les déchets, avoir de l'eau pour 1 million d'habitants. Est-ce que vous le savez? La première ville à avoir atteint 1 million d'habitants. C'est Rome. Bravo, c'est Rome. Lorsque Rome s'est effondrée, un peu avant 500 ans, après Jésus-Christ, lorsque Rome s'est effondrée, en à peu près 70 ans, 50 à 70 ans selon les estimations, Rome est descendu à moins de 70 000 personnes. Quand ça s'effondre, ça peut s'effondrer. Quelle est la deuxième ville dans l'histoire de l'humanité qui a réatteint 1 million d'habitants, c'est-à-dire qui a réatteint le niveau de complexité qui permet de vivre à 1 million? Non, c'est pas Rome. Je l'ai entendu, c'est non. La révolution industrielle. 1500 ans plus tard. 1300 ans, on va dire. 1300 ans plus tard. Des fois, ça met du temps à remonter. Alors ça, c'était les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, et c'est celle-là que je voudrais que vous preniez en nous quittant ce soir, c'est que les théories du chaos nous disent également que le système peut créer ce qu'on appelle des émergences. C'est-à-dire qu'il va se créer un nouvel équilibre, d'un niveau de complexité plus important. Un des exemples très simples qu'on prend pour décrire ça, c'est que si vous prenez un robinet, vous pouvez faire l'expérience chez vous, c'est plus facile de le faire en laboratoire, ou avec le tuyau d'arrosage dans votre jardin. Si vous l'ouvrez un tout petit peu, le filet d'eau va s'écouler de manière très linéaire. Si vous augmentez le débit, il y a un moment, c'est la partie la plus difficile à voir, ça va osciller. Alors vous ne touchez pas au robinet.
Vous ne touchez pas au robinet, ça se met osciller. Si vous continuez, il y a un moment, ça va être complètement le désordre. Vous regardez dans le lavabo avec votre jet d'eau, une rivière, c'est le désordre. Si vous continuez à augmenter le débit, il peut se passer quelque chose, c'est l'apparition de tourbillons. Et là, on voit un point très important, c'est l'émergence d'ordre dans le désordre. Moi, je dis toujours, les théories du chaos, ce n'est pas les théories du bordel. Les théories du chaos, c'est comprendre comment on peut faire émerger l'ordre du désordre. Il y a plein d'exemples dans la nature. C'est par exemple comment les vents s'organisent pour faire des cyclones, des tornades, des galaxies. Le vivant. Là aussi, le nombre a fait des émergences. Si vous mettez plein d'organismes unicellulaires entre eux, ça va peut-être faire un organisme multicellulaire, peut-être un jour des animaux et peut-être un jour l'être humain. Il peut y avoir émergence. En résumé, un système peut être à l'équilibre, stable, il peut être complètement turbulent, et il peut y avoir, à un moment, émergence d'ordre. On va revenir là-dessus sur des exemples. Avant, je voudrais vous donner un deuxième outil que nous offrent les théories du chaos. C'est ce qu'on appelle les images fractales. Qui connaît les images fractales? Alors pour les autres, pendant des années, je me suis posé des questions, et comment je vais expliquer rapidement en une minute ce que c'est une image fractale. Et puis alors j'étais chez des amis en train de discuter, leur montrer des photos d'images fractales, et puis il y a leur fille, 7 ans je crois, Clara, qui dit très visiblement ça. Écoute, c'est pas compliqué, tu fais un cercle, puis des cercles plus petits, et puis de plus en plus petits, et à la fin tu fais des points. Ça, c'était pour définir ce qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. Alors je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Si des enfants peuvent comprendre ce que c'est qu'une image fractale, peut-être que mon public éminemment cultivé va y arriver. Alors voilà, ce qu'a dit Armel, il y a une croix dans la croix, dans la croix, dans la croix. On se construit une image fractale. Bertrand, 8 ans. Tu ne peux pas mesurer avec la règle, ça ne s'arrête jamais. Regardez comment on découpe. Si vous voulez mesurer, c'est de plus en plus grand. D'ailleurs, même si on continuait, c'est assez intéressant, ça serait d'une longueur infinie, alors que c'est dans un espace fini. Clément, 6 ans, c'est comme un Lego avec un cube qui sert à faire un plus gros cube, qui sert à faire un plus gros cube, etc. etc. Louis, plus tu t'approches, plus tu t'en vas, et plus c'est pareil. Vous pouvez rentrer littéralement dans l'image fractale, et plus vous allez vous avancer, plus ça sera pareil. Et je pourrais vous laisser ça pendant 10 minutes, hein, mais on n'a pas de minutes. Alors, la nature nous donne plein d'exemples de comment elle s'organise de manière fractale, et je vais vous montrer un certain nombre d'exemples pour qu'en sortant de la salle ce soir, demain, vous soyez capable de voir comment les usines peuvent fonctionner sans stock, et là en l'occurrence, comment il y a des fractales un petit peu partout. Alors je ne vais pas toutes les commenter, hein, simplement je vais faire défiler un petit peu rapidement pour vous inspirer. Une feuille, des arbres, d'autres arbres. Ça, vous savez ce que c'est? C'est une cellule nerveuse dans le cerveau. Nos poumons sont fractales. Qu'est-ce qu'on a appris? D'abord, on a appris que si on n'avait pas les bons outils, on ne pouvait pas bien comprendre le monde. Et que si on était équipé actuellement pour comprendre un monde à l'équilibre, proche de l'équilibre, avec consciemment ou inconsciemment une certaine connaissance de la mécanique classique, eh bien on a vu que pour comprendre un monde turbulent, on pouvait s'inspirer de deux outils. Comment peut évoluer un système vers une plus grande émergence, une plus grande complexité, ou l'effondrement, et comment peuvent s'organiser naturellement les choses quand parfois elles sont incompatibles de manière fractale. Alors je voudrais vous donner un certain nombre d'exemples. Dans votre vie personnelle, comment une vie, par exemple, peut être plus fractale. Alors, il y a une manière très linéaire, avec des frontières de voir la vie, c'est d'abord on apprend, après on travaille, et après on se repose. Alors, il y a une phase après, mais je ne peux pas prendre l'ambiance. On va pas en discuter. Moi, je crois que ça, c'est une vision qui n'existe plus. Probablement qu'aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est, alors je ne dis pas de mettre les enfants au fond de la mine à pousser les wagonnets, mais qu'ils aient d'expérience très tôt de qu'est-ce que c'est que le monde du travail. Ça, c'est une expérience peut-être intéressante. Dans notre phase travail, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on prend des moments de repos? Est-ce qu'il y a des moments où on retourne apprendre, pour une semaine ou pour un an? Et dans la période de retraite, est-ce que, comme on va vivre en pleine santé, on ne peut pas avoir des activités professionnelles pour gagner de l'argent, pour des ONG? Et là, vous commencez à avoir des images fractales qui peuvent se constituer. Il y a un peu de travail dans le loisir, un peu de loisir dans les phases d'apprentissage. Comment, justement, l'apprentissage?
Il y a deux grandes manières d'apprendre les choses en allant très très vite. Il y a ce qu'on appelle les méthodes déductives. Ce sont les méthodes les plus utilisées dans l'Occident. Un bon élève, c'est quelqu'un qui comprend bien, qui comprend vite. Un bon élève, c'est quelqu'un, un bon prof, c'est quelqu'un qui explique bien. Dans l'Orient, en Asie, on apprend beaucoup plus de manière inductive. On fait répéter. On fait répéter. Peut-être qu'il est temps de mélanger tout ça en termes d'apprentissage. Pour tous ceux d'entre vous qui ont des enfants et qui sont désespérés de les voir passer des heures devant les vidéos, les jeux vidéo, peut-être que c'est un très bon moyen pour apprendre en jouant, de manière répétitive, quel type de savoir avec ces outils on pourrait faire émerger. Et on pourrait faire ça bien évidemment à tout âge. Ah oui, maintenant on va fractaliser la chose. Notre propre journée peut être organisée de manière plus fractale. La manière dont on voyait nos journées, c'est soit on se repose, c'est le temps du loisir, soit on travaille. Et puis un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ça. Peut-être un des plus grands accidents de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on a commencé à travailler dans les périodes de loisirs. Alors, peut-être qu'il est temps d'avoir une organisation de sa vie personnelle plus fractale. Moi, je pose à tous ceux d'entre vous la question, tous ceux d'entre vous qui sont managers, qui dirigez des entreprises, est-ce que vous demandez à vos employés de consacrer du temps, lorsqu'ils sont sur le lieu de travail, à organiser leurs vacances? De la même manière que vous attendez d'eux, que lorsqu'ils sont dans leur lieu de loisirs, ils lisent leur mail. Vous voyez comment on peut commencer, dès qu'on a une vision plus fractale, à voir les choses de manière moins linéaire, de manière moins séparée, mais de manière plus fractale. Alors, je vais quasiment conclure avec ce que vous pouvez faire, vous tous les coachs qui sont dans cette salle. Est-ce que nos identités même ne deviennent pas plus fractales? Il y a 50 ans, il y a 150 ans, notre identité était relativement unique. Vous étiez le fils Marion, vous étiez le boulanger, vous étiez l'instit, vous étiez l'étranger. Et vous aviez une seule identité. Et puis, petit à petit, les identités ont commencé à devenir de plus en plus multiples. Vous pouvez être dans la journée tel type d'identité et le soir, une autre activité, donc une autre identité. Et puis maintenant, on a des identités qui peuvent changer toutes les heures. Vous pouvez avoir un certain type d'identité avec un type de personne, un autre type d'identité avec un autre type de personne. Les choses, là aussi, on pourrait dire, se sont fractalisées. Et bien là, quand vous commencez à avoir des identités multiples, on retrouve le système que je vous ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer l'effondrement. Il peut se passer l'effondrement, c'est la dépression. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est. Et il peut se passer également l'émergence, une sorte d'éveil, c'est-à-dire qu'on est capable de manager un petit peu toutes ces identités dans une parfaite harmonie. J'ai envie de parler même de réelle métamorphose. Moi, je crois, en discutant avec certains d'entre vous, que parfois dans vos activités de coach, vous êtes face à des gens qui sont peut-être dans des formes de dépression, parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. Mais vous pouvez contribuer, et vous voyez également des gens émerger comme éclore du concours, et devenir de nouvelles personnes. Dès que vous commencez à avoir une vision plus fractale des choses, vous commencez à pouvoir comprendre les différentes évolutions, et vous pouvez y contribuer. Vous pouvez contribuer individuellement dans votre métier. Nous, c'est ce que nous faisons aux séries, au Collective Intelligence Research Institute. Là, nous travaillons, nous, avec des collectifs. Comment faire émerger des manières de vivre ensemble, de créer des choses ensemble. Voilà, j'ai essayé en quelques minutes de vous montrer quoi? De vous montrer que nous sommes dans un monde qui est sorti de l'équilibre. Augmentation du nombre, augmentation de la vitesse, nous sommes rentrés dans un monde qui est sorti de l'équilibre et que nous avons besoin de nouveaux outils. Je vous en ai proposé deux. Je vous propose, en guise de conclusion, de passer la parole à ma collègue et mon ami du Syrie pour essayer d'intégrer comment vous pourriez faire ça, comment on peut vivre une vie, je ne sais pas comment l'appeler, plus fractale peut-être, en tout cas plus adaptée au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup et je passe la parole pour 2 ou 3 minutes à Isabelle.